Bonjour à tous, merci de votre présence. Qui vient de loin parce que je vois des clients de la région parisienne, de Rennes, etc., des Suisses. Merci d'être venus d'aussi loin. Donc aujourd'hui, on a prévu pour cette édition 2018 une prise de son, donc avec Marie de Bellex qui nous a fait le plaisir de venir à la conférence, donc, qui a commencé sa carrière à Bordeaux à l'âge de 5 ans. Donc c'est une carrière sympathique et puis elle a fait pas mal de conservatoires. Jean-François vous en parlera peut-être plus en détail après. J'ai un diapo dessus. Ok. Donc Jean-François a fait une prise de son antérieure, puis il a travaillé parce que ça demande beaucoup de travail de faire du mastering, de la prise de son et du mastering, avec, en multipiste surtout. Donc là il va faire une captation, mais on va retranscrire une captation antérieure, avec la même artiste au violoncelle. Voilà, donc au niveau du système de retranscription, ça va être retranscrit sur un ensemble Verity Audio. Donc là, c'est la première Verity Audio qui s'appelle la Sarastro 2S, qui utilise un tweeter à ruban, sachant qu'en dessous, ils ont un tweeter classique à dôme soie. Et puis, vous avez derrière pour alimenter l'ensemble, un préampli et un ampli de la même marque. Donc c'est une nouveauté parce que ça vient d'être présenté la semaine dernière, le week-end dernier au RMAF. Pour les connaisseurs, c'est le Denver Show dans les Rocky Mountains. Donc c'est une nouveauté, donc c'est composé d'un bloc de puissance puis d'un préampli DAC. Si vous voulez avoir une idée des prix, le bloc de puissance en classe A en 60 watts, donc lampe 60, coûte 58 000 € TTC. Et puis le préampli, il est à 35 000, c'est ça, Julien? Oui. Ok. Donc voilà l'ensemble. Le drive mécanique, c'est un CEC. Et puis on a aussi un système de dématérialisation de chez Lumine. Voilà, donc si vous avez besoin de détails, on a aussi la chance d'avoir Julien Pelchat de chez Verity Audio, qui a fait le déplacement pour vous, pour rencontrer du Canada. Et puis son collègue Maxime qui est là, donc qui est le développeur, donc qui travaille depuis longue date sur l'ensemble électronique. Donc si vous avez des questions plus techniques, vous pouvez les consulter à la suite de la conférence, donc, qui va être menée par Jean-François Beau, qui nous fait l'honneur de nous accompagner chaque année sur une conférence qui à chaque fois est très différente. Et puis voilà, je vous souhaite une belle conférence et n'hésitez pas à poser des questions si vous en aviez à l'issue. Merci de votre présence. Merci. Merci Patrice, parce qu'effectivement c'est pas toujours courant, je crois même que c'est un peu exceptionnel que dans des salons Wi-Fi on puisse se permettre ce genre d'exercice, parce qu'il y a ceux qui sont en front office, c'est-à-dire ceux qui écoutent de la musique, et puis il y a ceux qui sont en back office, c'est-à-dire ceux qui font les enregistrements. Et donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ensemble passer un petit moment de récréation pour goûter un peu à ces choses-là et découvrir comment ça se passe derrière l'écran. Et donc, encore une fois, merci à Patrice et à E-Feeling de nous permettre ces choses-là. Alors, je remercie Marie de Bellex, parce que c'est pas toujours facile d'avoir des musiciens en direct qui viennent se prêter à ce type d'épreuve, parce que c'est un laboratoire. Hein, c'est l'angoisse du gardien de but au moment du penalty. Il paraît que c'est un livre et un film, mais bon, on joue en direct. Donc, alors, ceci dit, étant donné que c'est quand même assez long de pouvoir faire la captation, le mixage et tout le tralala, on ne va pas prendre une demi-journée. Donc, il y a une captation qui a été faite dans la même circonstance, avec les mêmes microphones posés exactement aux mêmes endroits, et donc on pourra réécouter ce que ça donne. Et donc, je vous présente Marie, donc je vous laisse lire. Effectivement, elle a commencé le violoncelle à 5 ans. Et puis là, vous avez un peu son pédigré. Voilà, elle est modeste, mais voilà, ça fait partie des éléments. Donc on a la chance d'avoir une vraie musicienne en face de nous. Moi-même, bon, ça c'est quelques éléments, mais on s'en fout, c'est sans intérêt. Simplement, moi ce qui m'intéresse, c'est de travailler le son en binaural. Donc ça se capte avec un matériel un peu spécial et ça s'écoute au casque. Donc l'avantage au casque, c'est que dans l'oreille gauche, on n'entend que le son de gauche, et dans l'oreille droite, on n'entend que le son de droite. Alors juste un exemple, en ce moment,
hier, ce soir et demain, il y a un duo à Lyon qui s'appelle Sliding Words et qui fait des concerts au casque. Alors c'est extraordinaire parce qu'il y a 60 casques dans la salle, il y a 60 personnes disponibles, il reste quelques places pour ce soir, ça se passe à la Villa Gilet à la Croix-Rousse, et vous écoutez l'ensemble du concert au casque. Et les intervalles, ce sont des sons en véritable binaural 3D, et c'est moi qui leur ai fait. Donc vous avez 2 raisons d'aller là-bas. Et puis ce qui est intéressant, c'est le son en 2D et en 3D. En général, on écoute effectivement de la stéréo, mais quand les gens applaudissent, on les entend où? Devant. Alors que dans une salle de concert, on les entend derrière. Et donc, c'est pas une galanterie, c'est pas du luxe d'écouter en 3D, c'est se rapprocher le plus possible de réel. Alors évidemment, ça nécessite d'avoir au moins 4 haut-parleurs, 2 devant, 2 derrière, voire 2 sur les côtés, et puis éventuellement 2, voire 4, voire plus en hauteur. Et à ce moment-là, on a vraiment une restitution complète de la captation et du lieu de régie. Alors, Marie a choisi, je lui avais laissé carte blanche, et donc elle a choisi les 6 danses populaires roumaines de Béla Bartók, et donc elle n'en interprétera que 5, parce que l'avant-dernière, elle se joue essentiellement avec un piano, et c'est pas une musique qui a été composée pour un violoncelle seul, donc c'est d'autant plus méritant pour elle qu'elle travaille sans filet. Alors là, je vous ai mis les différents intitulés. Alors j'aurais pu les mettre en roumain, mais bon, j'ai eu pitié de vous. Alors l'idée, c'est le thème, et c'est pour ça que nous sommes ici, parce qu'ici nous sommes dans un laboratoire. Et les expérimentateurs, ben, c'est vous autant que moi. Alors est-ce qu'il y a dans la salle des professionnels du son? Non. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont assisté à quelque chose que j'ai pu faire ici ou ailleurs? Je connais quelques têtes, oui, effectivement. Et donc, bienvenue à vous. Donc l'objectif, c'est pas de faire un masterclass sur comment on enregistre. L'objectif, c'est pas de travailler ce qui est autour de l'ingénieur du son. L'objectif, c'est de dire, voilà, il y a quelqu'un qui a composé de la musique, malheureusement, on ne peut pas l'avoir avec nous. Il y a quelqu'un qui l'interprète. Il y a aussi un instrument. Et donc, l'interprète va jouer avec son instrument, et l'instrument va jouer avec son interprète. Il y a une atmosphère, il y a vous, il y a un ensemble de matériel, et tout ça, bah, c'est un instrument de musique, mais c'est aussi une machine à émotion. Et donc Marie va jouer, on oublie le matériel, essayez de vous laisser aller complètement dans ce qu'elle va nous interpréter, et vous allez partager cette émotion. Et l'objectif, après, c'est de dire, bah, comment fait-on pour capter et restituer cette émotion? Et nous sommes dans un laboratoire, le son, et le métier que je fais, c'est à la fois quelque chose d'hyper technologique, parce que c'est très précis, il y a des formules mathématiques précises, si on est à tant de quart de millimètre, etc. Et en même temps, c'est une émotion, c'est une poésie, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la science. Et l'objectif, c'est de tester, c'est d'expérimenter. Et donc là, il y a différents micros, il y a différentes technologies. Si ça vous intéresse à la récré, on pourra en parler. Mais ce n'est pas l'objet là, il y a des petites membranes, des grandes membranes, il y a du dessus, du dessous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ça, et après on va écouter en disant, ben, si on écoute celui-ci, qu'est-ce que ça donne? Et l'émotion que j'ai ressentie au départ, avec cette technologie entre guillemets pauvre, enfin pauvre, ça coûte quand même très cher, l'objectif c'est de dire ben, comment on peut arriver à ressortir cette émotion-là. Et étant donné que nous avons ici la chance d'avoir toute la chaîne, mais pas le compositeur, eh ben, je voudrais laisser la place à Marie pour qu'elle puisse nous dire quelque chose si elle a envie. Bonjour à tous, je suis ravie de participer à cette expérience. Effectivement, alors moi j'ai peu l'habitude d'avoir autant de micros autour de moi déjà, ça c'est sûr. Et puis là donc, je vais vous interpréter des pièces qui normalement se jouent avec piano. Donc effectivement c'est un peu sans filet. Pour ceux qui connaissent les pièces, peut-être que vous entendrez en fond. Ceux qui ne les connaissent pas, ça va donc être du son brut de violoncelle avec des mélodies brutes, mais que j'ai voulu quand même interpréter parce que c'est des toutes petites pièces avec des atmosphères vraiment très différentes et que j'aime beaucoup. Je joue. Voilà, donc on a 11 micros différents, des membranes, des machins, vers le bas, le milieu, oui, mais que faire? Et donc après ça on verra, bon c'est des trucs un peu théoriques sur l'audition, mais on s'en fout, c'est pas l'objet. Et donc je vais couper, pour pas être dérangé par cet écran, je vais, peut-être qu'en le débranchant simplement ça... Oui, voilà, très bien, super.
Est-ce qu'on peut brancher les XLR? Si vous avez des questions à poser à Marie, pendant que je branche la suite. Habituellement, quand vous enregistrez, vous avez combien de micros? Un. Oui, c'est ça. Deux. D'accord. Deux, ouais. Avec une cellule aussi qui est... Les cellules, c'est plutôt si je joue, c'est pas forcément pour les enregistrements, c'est plutôt pour les concerts à l'extérieur. Donc j'en fais pas tant que ça. Donc en général, c'est plutôt ce petit micro-là. Sinon, l'enregistrement, c'est plutôt un micro qui est en bas du violoncelle. Voilà. D'accord. Alors, en tant que musicienne, est-ce que vous avez trouvé un système qui restituait pleinement ce que vous jouez depuis toujours? Je crois que j'ai pas vraiment cherché en fait, et que tout ce qui est enregistrement, c'est vraiment du plus, c'est vraiment juste pour restituer ce qu'on a pu faire en concert, voilà, pour faire de la programmation, etc. Mais c'est vrai que c'est pas un travail que je fais énormément j'ai peut-être pas fait assez d'enregistrement pour faire une vraie recherche, et je suis toujours très très étonnée quand je m'écoute jouer avec, voilà, quand l'enregistrement est abouti, c'est toujours très étonnant, un peu comme si je m'écoute parler, quoi. Je vais être aussi étonnée d'entendre mon son à l'extérieur. Elle va le découvrir bientôt. Et voilà. Alors, vous me direz, mais si Marie a l'habitude de travailler avec un micro, pourquoi en mettre autant? C'est ma question. Ben, justement, pourquoi? Ben, pour tester. Malheureusement, dans les conservatoires, on ne fait pas assez ce genre de choses. Il y a quelques endroits, effectivement, où on expérimente pour aller chercher à optimiser. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est à la fois une connaissance technique et en même temps quelque chose qui est extrêmement empirique. Et ce qui est important, c'est toujours de retravailler, de tester, de trouver des formules. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a la chance d'avoir l'artiste avec soi, ben c'est intéressant de dialoguer ensemble. Alors, on n'a pas pu faire ce travail longtemps en amont en tant que tel, et donc vous êtes associé à du direct. Et ce qui sera intéressant, c'est de dire, ben voilà, cette prise-là, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a une différence? Et là, on est un peu dans l'ordre du subtil. Alors vous me direz, entre un micro qui est très proche et celui-ci qui est très éloigné, il peut y avoir une différence. Alors pourquoi? Parce que les micros qui sont devant, ils captent du son direct. Alors que les micros qui sont plus éloignés, ils captent du son direct et du son indirect. Et puis il y a des micros qui sont cardioïdes, des micros qui prennent ce qui est devant, et il y a des micros qui sont omnis, c'est-à-dire qui prennent tout l'ensemble. Alors quand on est dans un lieu qui a une signature acoustique, comme par exemple une église, ben, ce qui est important, c'est de dire, oui, mais si on interprète cette pièce dans ce lieu-là, ben, on devrait entendre la signature du lieu, parce que enregistrer ici, jouer ici ou jouer là, c'est pas la même chose. D'où l'importance d'aller chercher ces subtilités. Alors il y a quelques professionnels effectivement qui font ce genre de choses, mais malheureusement pas assez. De toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que c'est vous après qui allez consommer la chose. Donc quand vous allez dans un restaurant un peu de qualité, pas forcément très cher, mais de qualité, vous êtes apte à juger de la chose et vous allez bien avoir une distance critique par rapport à ça en disant ce plat je l'aime beaucoup, ce plat je l'aime moins. C'est exactement la même chose que nous faisons ici. Et donc on va aller chercher ces différents éléments. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va écouter, alors je vais rebrancher le vidéoprojecteur. Est-ce que ça va marcher? Oui, ouf. Il y a parfois des surprises dans la technologie. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter
le micro qui est devant au milieu. Voilà, a priori, celui-ci qui est devant, c'est a priori une place relativement traditionnelle. Maintenant, on va écouter celui qui est devant en haut. Maintenant, celui qui est devant en bas. Maintenant, celui qui est sur le petit micro qui est sur le violoncelle. Alors, on va juste prendre une petite pause par rapport à ces 4 choix-là, et on va laisser la parole à Marie, parce que c'est elle la première concernée. Oui, c'est étonnant. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de différences, parce que pour moi, ils sont la même. Bah, celui-là, j'imaginais bien qu'il peut y avoir une différence, mais je le trouve plus. Finalement, je trouve qu'on entend moins. Il est moins riche en fait. Alors que, comme il était juste collé, je pensais que ça allait être le plus intéressant, et finalement. Et en haut et en bas, c'est vraiment surprenant aussi. Et si on pouvait nommer ça? Bah, j'entends plus de timbres graves en bas et plus d'aigus en haut, tout bêtement. Et le plus équilibré, bah, c'est celui du milieu. À vous la parole. Vous avez le droit d'avoir des avis divergents. Hein, mais c'est assez vrai. Je pense que celui qui est sur le violoncelle, on n'a pas du tout une ampleur. C'est très technique. Hein. On a les cordes. Alors peut-être que pour un musicien c'est mieux, mais on n'a pas tout ce qu'il y a autour. Mais si je peux juste te demander pour la suite de baisser un 4 poids le niveau, qu'on soit plus près du niveau de référence, et on était un petit peu au-dessus, à moins que ce soit un point de vue. Si c'est vous qui le voulez, je me taire. Non. Et si on arrivait à plus près du niveau, pas de souci. Voilà, c'est ça, peut-être que ça serait encore plus facile. Très bien. Oui, c'est bien que vous puissiez vous exprimer. Donc. Merci. Oui. C'est bien pour les micros qui sont donc placés devant le violoncelle, on entend bien la musique résonner. Par rapport au micro qui est sur le violoncelle, moi je trouve qu'on entend presque le bruit quand on attaque la corde. Et là, personnellement, moi j'aime bien. Alors vous voyez, l'année dernière, j'avais fait un atelier avec une viole de gambe. L'année d'avant, c'était avec un orgue. Et j'avais mis des micros quasiment dans l'orgue, à proximité. Ensuite, j'avais mis des micros en haut, éloignés. Après, des micros en bas, comme si on était au 3e, 4e rang. Et après, des micros au milieu de l'église. Alors, on pourrait se dire, bah, finalement, quand j'écoute un instrument, j'entends quoi? Sachant que vous n'aurez jamais l'écoute de la personne qui joue de l'instrument. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un instrument? C'est une corde qui vibre. Et donc, cette corde, elle vibre à une fréquence, elle crée des harmoniques, mais l'archet fait partie de l'instrument. Et l'archet est aussi un instrument de musique. Et donc, on va avoir des attaques, on va avoir des soutiens, on va avoir des harmoniques,
on va avoir tout ça? Eh bien, en France, quand on fait des vins, c'est des cépages composés. Contrairement à des pays où vous avez un 100% pinot. Vraiment, mon boulot, à moi, c'est d'arriver à trouver quelque chose où il y a un peu de ci, un peu de ça, etc., etc. Et donc, vous avez dit, parce que le problème, c'est d'arriver à vous mettre d'accord. Si je fais un enregistrement, j'en fais qu'un. Et il faut arriver à faire en sorte que vous retrouviez une satisfaction par rapport à ce que vous avez exprimé, ainsi que monsieur, madame, mademoiselle, etc. Et l'art, il est là. Et c'est en ça que c'est à la fois une technologie, et en même temps, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la chose artistique, d'où l'importance de travailler avec les musiciens. Malheureusement, c'est peut-être pas fait assez souvent, mais c'est là où on arrive à trouver quelque chose, et in fine, à quoi ça sert? C'est que quand vous êtes assis là, et que ni Marie ni moi sont là, et que vous écoutez de la musique, quelque part, vous ressentez ça. Vous ne le nommez pas, vous ne l'exprimez pas, parce que vous n'avez pas forcément participé à ce type d'atelier, mais vous vivez ça. Et l'objectif là, c'est vous de montrer le back-office, comment ça marche, comment on fabrique ça. Et donc on va continuer, si vous voulez bien, le choix de quelques micros, et puis après je vous ferai écouter mon mixage final. Alors, on a des petites membranes et on a une grosse membrane, c'est celui qui est devant. Alors je ne ferai pas un cours sur la technologie, mais c'est sûr qu'une grosse membrane, ça ne vibre pas de la même façon. Un exemple, on fait des systèmes de haut-parleurs, parfois avec des haut-parleurs absolument énormes, ou alors plusieurs petits. Ça ne vibre pas de la même façon, ça ne capte pas de la même façon. Et donc on va écouter, on va revenir sur le petit micro qui est au milieu, qu'on a écouté tout à l'heure, et juste après on va passer sur le gros en bas. C'est pas grave. Vas-y. Ça va le niveau? Grosse membrane. Maintenant, on va écouter celui qui est au milieu, qui est là. Donc, ce micro, c'est presque le même que celui-ci. Simplement, ça, c'est un peu plus cardio, ça, c'est un petit peu moins cardio. Et il augmente un tout petit chouïa les aigus, mais grosso modo, c'est assez proche. Maintenant, celui qui est le plus éloigné, c'est-à-dire celui qui est ici. Alors, celui-ci, c'est exactement la même technologie que celui-là. Alors pourquoi je fais ça? Parce que vous l'avez un peu exprimé tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que celui-ci, il va à la fois prendre le son direct et beaucoup de son indirect. Ici, on est dans un lieu qui est relativement mat, mais dans un lieu qui est très réverbérant, comme une église par exemple, on va avoir beaucoup l'acoustique de l'église. Et vous commencez à voir que ce qui sera intéressant, c'est un peu de ci et un peu de ça. Et donc on ne peut pas faire un peu de ci et un peu de ça si on n'a qu'un micro.
Alors vous me direz, on ne va pas forcément mettre 11 micros par instrument, parce que bientôt je vais enregistrer un concert où il y aura 42 musiciens, 160 choristes, donc 160 plus 42, ça fait quand même un paquet de micros, donc niet. Et donc il faut trouver des compromis. Pour les instruments solos, on peut peut-être trouver 1 ou 2 micros, mais on ne va pas en mettre autant. Par exemple, l'orchestre symphonique de Lille, bah, en général, pour une formation de 80, 82, 85 musiciens, ils utilisent un maximum de 40 micros, ce qui est déjà beaucoup. Maintenant, on va écouter un microphone qui est proche et qui est ce qu'on appelle cardioïde, c'est-à-dire, c'est ça, c'est cela, c'est-à-dire un micro qui est plus centré sur ce qui est devant et qui est relativement proche, et on va voir la différence. La différence entre celui-ci qui est plus éloigné et celui-ci qui est plus proche. On a une présence, on a un niveau d'harmonie, on a un doigté, on a des choses, alors que celui-ci, il est, comme on dirait en anglais, il est flat, entre guillemets, il est beaucoup plus mat. Oui, parce que a priori, c'est fait pour vraiment intégrer l'acoustique du lieu. J'étais à la basilique d'Ambronay il y a 2 semaines, où il y avait Jordi Savall et son orchestre, ils étaient 22 musiciens, et j'ai eu la chance d'être au 3e rang, et j'étais à 4,50 m de Jordi Savall. C'était un bonheur absolu, parce que dans cette abbaye, il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de gens qui malheureusement regardent avec des écrans, et quand on a le bonheur d'être devant et à proximité, avec vraiment toute l'acoustique du lieu, mais vous êtes absolument au paradis. Et puis, le dernier choix, c'est celui-ci. Alors justement, ça c'est les micros que Jordi Savall aime bien. Ça c'est des micros qui sont omnidirectionnels, donc c'est relativement proche de ceux-là, sauf que ceux-ci sont plus devant, ceux-ci prennent en boule, mais ils sont quand même un peu devant. Et donc on va réécouter celui-ci et passer à celui-là. Voilà, Marie. Ouais, c'est un peu comme les parfums, au bout d'un moment, c'est plus trop. Là, le dernier, j'ai l'impression d'entendre que de cette enceinte-là. Et du coup, bah, déjà que ça change beaucoup d'un micro à l'autre, mais là, ça changeait beaucoup. Et après, bah, ces micros-là, ceux-là, les deux gros, effectivement, on entend tout, enfin, trop peut-être de... On entend bien le violoncelle, mais on a l'impression qu'il y a presque trop de son, je sais pas très bien comment dire. Trop analytique, trop microscope. Je sais pas, ouais, j'ai l'impression qu'il y a trop de choses, quoi. J'ai du mal à mettre des mots dessus. Et après, je vais vous donner la parole. Juste le micro tout derrière, effectivement, on a l'impression que c'est... Le micro au milieu, j'ai l'impression de changer de salle par rapport à celui-là. J'ai l'impression que c'est vraiment la même chose, mais juste, j'étais dans une pièce qui résonnait un peu plus, quoi.
Et là-bas, on entend effectivement, c'est moins précis, quoi. On entend, mais après, effectivement, c'est une question de. Au bout d'un moment, on a juste envie d'en choisir un qu'on. Non, mais finalement, on a envie de dire j'aime bien celui-là, voilà. Ils sont tous intéressants, quoi, mais. Ok. C'est compliqué. À vous? Oui. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que vient de dire l'artiste, vous faites comment vous pour faire le choix du micro? Parce qu'effectivement, il y a un moment donné, on a bien envie de se dire bon, c'est bon, ça va bien, quoi. Je vais prendre du ici, ça va être très bien, quoi. Alors, est-ce que vous cuisinez un peu? Oui. Est-ce que vous suivez strictement une recette ou pas? À mon niveau de cuisine, relativement, ouais. Moi, j'ai 3 garçons. Le troisième, il fait de la cuisine. Quand on dit 182 grammes, il met 182 grammes. Moi, j'arrive pas à suivre une recette. Alors, comment je fais? Eh bien, il y a des questions de technologie, de longueur d'onde, de phase, de machin, etc. Ça, il n'y a rien à faire, on ne peut pas tricher avec ça. Et puis après, c'est de l'expérience. Et l'expérience, c'est pour ça que j'ai besoin d'apprendre en permanence, parce que j'ai aucune certitude, c'est que tel mariage, a priori, ça fonctionne bien. Tel autre mariage, c'est moins bien. Et donc je fais une présélection, et puis après, alors malheureusement, Béla Bartók n'est pas avec nous, mais sinon, ce qui est intéressant, par exemple, cet été, j'ai enregistré une chorale anglaise qui est absolument magnifique. C'est 8 musiciennes et musiciens, 2 par pupitre, et qui jouent à la fois des choses anciennes et des choses récentes, puisqu'il y avait les 2 compositeurs qui étaient là. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est de discuter avec les compositeurs, avec les interprètes. Et donc, en général, ce que je fais, c'est que je fais déjà, je ne vais pas leur dire, est-ce qu'on prend tel micro, tel machin, ça c'est mon boulot. Après, le placement, bah, parfois, quand c'est un concert en direct, on n'a pas beaucoup de recul, il faut improviser très vite, donc il faut avoir un plan B et un plan C. La deuxième chose, la troisième ou la quatrième, je ne sais plus dans quel ordre, bah, je fais un pré-mixage et je propose d'aller plutôt un peu ici ou plutôt un peu là, et après on discute ensemble. Et en général, je donne 2 choix, voire 3. Un exemple très concret pour l'illustrer, quand on a une voix soliste, ben, ce qui est intéressant, c'est le dosage entre la voix soliste et l'ensemble de la masse. Est-ce que l'on va isoler un peu la voix soliste pour vraiment avoir quelque chose qui ressort, ou au contraire lui donner un peu plus de recul? C'est exactement comme si vous aviez une réglette pour avancer ou pour reculer. Quand vous êtes devant et que vous avez une voix soliste, vous entendez mieux la voix soliste que l'ensemble que quand vous êtes au milieu. En plus, avec le cerveau, vous êtes capable de, si vous avez une violoniste absolument magnifique, ben vous allez voir qu'elle, et vous n'allez plus entendre les autres parce que le cerveau va faire un travail d'analyse. Les micros, ils font pas ça. Et donc, à des moments, alors par contre, une fois que l'univers de la captation est fait, je ne le change pas. Je reste dans cet univers-là, parce qu'il n'y a pas de raison de changer les éléments sous prétexte qu'on passe d'un morceau à l'autre. Alors après, c'est compliqué quand les gens, parce que maintenant, de plus en plus, dans les concerts, les gens se déplacent et vont à différents endroits, raison de plus pour avoir un choix de micro, etc., pour intégrer ça. Voilà, donc, il faut maîtriser de la technologie, avoir une dimension un peu de poésie, proposer quelques choix en disant est-ce qu'on fait un peu plus ça ou un peu plus ci. Voilà. Votre difficulté reste étant, de ce que j'entends, déjà d'une part de partir de ce qu'a capté les micros, de ce qu'ont capté les micros, de rester fidèle à ce que veut produire l'artiste, l'interprète, et de ne pas mélanger tout ça avec votre préférence personnelle. Alors, vous avez dit, première chose, c'est capter le micro. Niet. Ce que je fais, c'est que je vais le plus souvent possible écouter de la musique en direct. Le pilote, la Bible, elle est là. Se rapprocher toujours du réel. Après, on peut changer, on peut modifier des choses, mais la vérité, elle est là. Elle est toute là et elle est que là. Et donc les gens qui ne vont pas écouter des concerts, les gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter en direct, effectivement, après, leur marge de manœuvre, le champ des possibles est beaucoup plus vaste. Alors pour de la musique amplifiée, c'est différent, notamment quand on a des effets, des pédales, des machins, des trucs. Là, on va chercher l'extraordinaire. Mais moi, je ne vais pas chercher l'extraordinaire. C'est que l'ordinaire. Et tout l'ordinaire, mais à fond l'ordinaire. C'est ça le pilote.
Ai-je répondu à la question? Merci beaucoup pour ce que vous dites, parce que je pense que ça rejaillit avec une partie de nos débats, nous, quand on écoute des enceintes ou au concert. Au fond, qu'est-ce qu'on veut à la fois en tant qu'interprète, en tant que simple auditeur, en direct ou pas? Est-ce qu'on est dans le vrai, c'est un petit peu ce que vous disiez, le pur vrai, le bio, en quelque sorte, sans aucune fioriture, parfois ingrat, avec des bruits parasites que les musiciens n'aiment pas, ou est-ce qu'on veut le beau? Et le beau, c'est là où le preneur de son, l'ingénieur du son, va peut-être faire quelque chose et l'arranger. Je pense que la difficulté est là, et si le vrai, on a déjà du mal à s'accorder sur ce que c'est, quant au beau, ça sera encore plus difficile. D'où le fait que pour un même concert, on peut certainement offrir plusieurs esthétiques sonores qui sont complètement différentes, indépendamment du lieu, bien sûr. Ça Tout à fait. Mais il y aura des esthétiques qui sont différentes selon qu'on met le curseur plutôt vers le vrai ou vers le beau. Enfin, c'est un petit peu comme ça que moi je vois les choses. Alors, ce que vous dites est extrêmement juste et extrêmement important. Aujourd'hui, 95% de la musique enregistrée qu'on écoute, elle repasse en studio et elle est toilettée. C'est insupportable. Alors on passe des mois, dans les grandes maisons de disques, on passe des mois à faire du toilettage absolument hallucinant, à trafiquer les notes, etc. Alors techniquement c'est parfait, mais c'est pas vivant. Et malheureusement, on est confronté de plus en plus aujourd'hui à ce type d'enregistrement. Quand vous écoutez un concert, s'il y a quelqu'un qui tousse, vous l'entendez et vous n'allez pas vous lever en hurlant parce qu'il y a quelqu'un qui a toussé. Vous l'admettez parfaitement parce que c'est vivant. Alors évidemment, s'il y a un lardon de 3 mois qui est en train de pleurer pendant une demi-heure, là ça pose question. Mais bon, moi les seuls bruits qui ne me dérangent pas dans la vie, c'est des bruits de ruisseau. J'ai heureusement une chouette qui vient 3 fois par mois à peu près, 3 mois par an à côté de chez moi. Ça m'a jamais choqué. Et donc, ce qui est important, effectivement, c'est d'aller retrouver, mais les artistes aujourd'hui, quand on les enregistre, mais quand on leur fait écouter l'enregistrement, ils hurlent en disant non, c'est impossible, je ne veux absolument pas que ce soit publié. Oui, mais si je peux me permettre, parce que. Alors, je ne fais pas des enregistrements du niveau de Jordi Savall, ça c'est sûr, mais le problème c'est qu'on est arrivé à un stade où en fait on n'a plus droit au mauvais son et à la mauvaise note, en fait, c'est impossible. Si vous allez au concert, moi il y a 2 ans je suis allée voir Yo-Yo Ma, c'est quand même un des grands maîtres du violoncelle. J'entends de temps en temps une note qui va pas, un truc comme ça, mais je suis tellement dans l'émotion que ça n'a aucune importance. C'est même pas la personne qui tousse, c'est l'interprète qui à un moment donné a pas mis le doigt parfaitement. Et en fait dans les disques ça n'existe plus. Effectivement là quand je suis arrivée j'écoutais sur ces enceintes on entend vraiment tout parfaitement, encore plus que dans le réel en fait. Et en fait c'est tellement lisse que je me disais, juste avant de jouer, je me disais, en fait, c'est impossible de jouer comme ça. C'est-à-dire, moi, je vais jouer, ça ne pourra pas être ça. Je parle même pas de pas faire la bonne note ou de pas faire mais c'est juste impossible d'avoir un son aussi lisse et aussi... Et dans les enregistrements, non, on ne peut plus. Alors, c'est vrai que, comme tous les enregistrements à ce niveau-là, quand on enregistre, on est obligé de bidouiller pour que ça arrive à ce niveau-là. Alors que quand on l'enregistrait, il y avait des choses qui se passent pendant les concerts, en fait. Parce que dans les concerts, on ne peut pas trafiquer. Alors, pour la musique électronique, c'est un peu différent quand on écoute un concert, parce que par définition, la musique électronique, elle est retraitée en studio, et le vrai, c'est le studio. Alors que le réel, on ne peut pas avoir autant de temps pour la même technologie mise en œuvre. Par contre, dans le classique, c'est l'inverse. Effectivement, il y a un grand débat aujourd'hui. Si on enregistre un concert, et c'est bien marqué concert en direct, etc., quand on écoute à la radio, à la télévision, ou sur certains réseaux des concerts en direct, on a bien cette espèce de compromis, et donc voilà, à chacune et à chacun de mettre le curseur en disant je vais écouter un enregistrement d'une propreté absolue, ou au contraire j'accepte. Et là-dessus, chacun a son point de vue. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter le mixage entre guillemets final que j'ai préparé. Alors Marie l'a pas écouté, donc ça va être une découverte.
Voilà, Marie. Oui, c'est intéressant. Ça c'est le mix. C'est mon mixage avec Avec tous les micros. Quasiment. Alors il y a un peu de muscadet, il y a un peu de pinot, il y a un peu de... Donnez-moi quelques cépages. Voilà, c'est un mélange. C'est étonnant parce qu'effectivement c'est très équilibré et j'aimerais bien m'écouter de l'extérieur, voilà, entendre moi qui joue. Marie, on va se revoir. Oui, mais je vais avoir du mal à m'écouter moi en direct et après écouter l'enregistrement. J'aimerais bien entendre un peu. Ouais, avec plaisir. Et vous? Alors moi, curieusement, ça me donne une sensation qu'il y a plusieurs interprètes. Ce que je n'avais pas sur les coups en direct ou les coups de micro par micro. Et là, avec l'ensemble des micros, sur certaines, entre les notes graves et les notes aiguës, ça me paraît difficile que ce soit le même interprète qui passe la note grave et la note aiguë. Et du coup, on a cette sensation que parfois il y a deux instruments ou trois instruments. Je suis assez d'accord aussi. Okay. On a l'impression que ça dilate un peu les choses. On dirait qu'il y a plus d'harmonie avec votre mixage que dans la réalité. Donc vous voyez, il y a plein de façons de jouer avec ça. Alors malheureusement, le devoir nous appelle. Donc je voudrais d'abord remercier nos amis de Verity Audio, puisque nous sommes chez eux. Ils ont bien voulu nous prêter leur maison, le temps de faire cet exercice. Merci à eux. Et puis remercier Patrice et e-feeling, parce que c'est quand même génial de pouvoir, dans ce contexte, faire ce genre d'exercice. Malheureusement, c'est pas assez répandu. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans la chaîne de valeur, entre guillemets, entre ceux qui composent, ceux qui interprètent, ceux qui essayent de capter et puis de restituer, et puis ceux qui fabriquent le matériel pour écouter, et puis vous, bah là, on a presque toute la chaîne de valeur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à avoir ce dialogue ensemble, parce que l'objectif, c'est essentiellement notre bonheur musical. Et on est là pour ça. Merci à vous. Merci Jean-François pour cette belle conférence qui est vraiment ma préférée parmi les 3 éditions précédentes. Merci pour le temps qui est quasi respecté et puis aussi merci à tous les clients parce que si vous n'étiez pas là, on ne pourrait pas faire des choses de cette qualité. Donc merci à vous, merci de votre présence. Donc il y a des conférences qui s'enchaînent à 16h dans d'autres salles, mais bien sûr vous pouvez aussi encore partager les écoutes Verity Audio, ils vont revenir. Jean-François va défaire son matériel, puis vous allez pouvoir repasser à des écoutes qui seront un peu différentes, violoncelle ou autre. Merci encore. D'autant plus que vu le temps qu'il fait dehors, franchement, bravo d'être ici. Pour les personnes, excusez-moi, pour les personnes qui seraient intéressées par quelques explications sur les électroniques et les enceintes Verity, en attendant qu'on bouge le matériel, ce que je vous propose, c'est d'écouter ou de répondre à des questions, à des interrogations de la part d'Adrien Pelchat et de Maxime chez Verity Audio. Donc, pour les gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à rester en place et on va peut-être essayer de donner quelques explications.